Les gardes firent irruption dans la chambre de la princesse avant l'aube, alors que les couloirs n'avaient pas encore été balayés et que la garde de nuit n'avait pas encore été relevée par celle de jour. La guérisseuse se tenait près du lit, un panier rempli de récipients en argile et de fioles scellées à la main. Sur la table se trouvait un petit sac en tissu rempli d'herbe, à côté d'une lampe qui brûlait faiblement. Le chef des gardes, ayant reçu un signe de l'intendant du palais, désigna la jeune fille et ordonna de lui lier les mains. La princesse tenta de la protéger de son corps, mais on la repoussa, sans même lever les yeux. La guérisseuse ne résista pas. Elle serra simplement le sachet contre sa poitrine, comme s'il contenait quelque chose qu'il ne fallait pas laisser tomber. On lui retira le bandeau qui lui couvrait les cheveux, on vérifia les manches de sa robe, on compta les bulles, et on les plaça dans une boîte en bois comme autant de preuves d'un métier secret, Lorsque la jeune fille fut emmenée, la princesse resta pieds nus sur la pierre froide et regarda longuement la tache d'huile qui s'assombrissait près de la lampe. Les serviteurs n'osaient s'approcher, car une rumeur circulait déjà dans le palais. La guérisseuse ne se rendait pas dans les appartements la nuit uniquement pour des raisons de santé. Jusqu'à ce matin-là, tout s'était déroulé dans un silence complice. Depuis son enfance, la princesse vivait à la cour, selon des règles strictes. Quand se lever, comment se tenir, comment poser les mains sur la table, ou regarder pendant les audiences. Depuis qu'elle avait atteint l'âge de 14 ans, son agenda était rempli de négociations matrimoniales, de leçons de bienséance et de rares sorties en dehors de la ville, où elle restait assise dans la calèche sans toucher aux rideaux. Personne ne parlait ouvertement de sa maladie. Elle se manifestait par des douleurs qui survenaient à la veille des fêtes et des réceptions importantes, entravaient ses mouvements, rendaient sa démarche instable et l'obligeaient à s'agripper à la table pour ne pas perdre l'équilibre. Sa mère lui conseillait de supporter et de prier. Les dames d'honneur apportaient des herbes enveloppées dans des foulards, préparaient des décoctions, mais la douleur revenait. Une guérisseuse fut amenée un jour après une pluie d'automne, lorsque la princesse ne put se rendre au dîner. La jeune fille venait des bains publics de la ville, où elle aidait les sages-femmes et les vieilles femmes souffrant d'arthrite. Elle avait été trouvée par l'apothicaire du palais, qui, lassé des reproches pour ses poudres inutiles, avait décidé de tenter sa chance. La guérisseuse était plus jeune que les médecins de la cour, mais elle agissait avec assurance. Elle vérifia la respiration de la princesse, palpa les muscles de son dos, examina ses doigts. Elle ne promit rien, travaillant simplement calmement et longuement. Lorsque la douleur s'estompa, la princesse s'endormit pour la première fois, sans agitation, sans lourdeur dans la tête, sans la peur habituelle de se réveiller brisée. Le lendemain matin, elle demanda à ce que la jeune fille soit rappelée. C'est ainsi que commencèrent les visites nocturnes, d'abord rares, puis régulières, presque à heure fixe. Ils ont rapidement mis de l'ordre dans les choses. Le gardien de l'entrée de service recevait une pièce et ne posait pas de questions. La vieille nourrice aérait la pièce, préparait de l'eau chaude et gardait un mouchoir près de la porte, au cas où la princesse pleurerait. La guérisseuse venait avec un petit sac contenant des flacons en verre remplis de teinture de clous de girofle, des bandages souples et des aiguilles aussi bien affûtées que celles d'un tailleur. Elle massait les muscles, posait des ventouses,
appliquait des sachets chauds remplis de sel, apprenait à la princesse à respirer régulièrement et profondément, à surveiller le mouvement de sa cage thoracique, à ne pas s'affaler de tout son poids sur l'oreiller, mais à tendre la nuque vers la tête de lit. La douleur s'estompait, et avec elle, la raideur. La princesse apprenait à s'asseoir à table sans trembler des mains, à marcher tranquillement dans la salle, sans se mordre la lèvre. Au bout de quelques semaines, plus personne ne doutait. La nouvelle assistante était utile. Le médecin de la cour était mécontent, mais il se tut lors de la réunion avec l'intendant. Il craignait de perdre son poste et fit semblant d'avoir tout arrangé lui-même. Le roi apprit les changements avec retard et ne jugea pas nécessaire d'intervenir. Il avait des négociations sur les livraisons de céréales, des lettres provenant des terres voisines, des lettres provenant des villes où les commerçants se plaignaient des droits de douane. Lors des réceptions, la princesse se tenait à côté de sa mère, sans lâcher son éventail. À plusieurs reprises, le roi lui fit même un signe de tête de loin, comme à une adulte. Et tout aurait pu continuer ainsi si les habitudes de la cour n'avaient pas été. Dans les couloirs étroits, entre les services, se tenaient des gens qui aimaient colporter des rumeurs. Les serviteurs entraient dans les appartements des dames d'honneur avec des plats. Ils voulaient savoir pourquoi la jeune médecin restait dans sa chambre plus longtemps que d'habitude. Le chapelain du palais se surprenait à penser qu'il voyait trop souvent la jeune fille le soir. Il aimait parler d'ordre à ses ouailles. Pour lui, l'ordre signifiait des limites claires et l'absence d'exceptions étranges. Un jour, il s'approcha du majordome et lui fit une brève remarque au sujet des visites nocturnes. Le majordome, homme prudent, ne nota pas cette remarque, mais la transmit comme un conseil afin de vérifier que tout était en ordre. La vérification fut organisée avec soin. On remplaça d'abord le gardien, puis on remplaça la servante, qui surveillait le couloir. Enfin, on envoya 2 gardes en civil chercher la médecin, et on leur ordonna de surveiller le passage entre la porte et la chambre. Cette nuit-là, la princesse eut du mal à se détendre. La médecin demanda qu'on lui apporte de l'eau chaude, appliqua un sachet de sel sur son cou et lui donna une cuillère de teinture. Lorsque la douleur eut disparu, elles étaient toutes deux épuisées. La médecin éteignit la lampe, laissant une petite flamme dans un coin, et commença à rassembler ses instruments. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et les hommes de l'intendant entrèrent dans la pièce. L'arrestation s'est déroulée rapidement. La boîte contenant les bulles a été scellée à la cire et emportée au bureau. La guérisseuse a été conduite dans le bâtiment inférieur, où les serviteurs étaient détenus avant d'être interrogés. La princesse resta seule. Elle ne pleura pas, car elle ne voyait pas l'intérêt de verser des larmes que personne ne remarquerait. Elle savait que le lendemain matin, tout le monde aurait besoin d'explications. La nourrice de la maison voulait faire du bruit, mais la princesse lui ordonna de rester assise en silence. La pièce était plongée dans le même silence qui l'avait tant effrayée dans son enfance. Dans ce silence, elle comprit pour la première fois clairement que personne dans cette maison ne lui appartenait, pas même son propre souffle. À l'aube, la princesse se rendit dans la salle d'audience. Le roi recevait tôt, quand il était plus facile de réfléchir et de traiter le courrier. Elle s'approcha, sans escorte, sans regarder autour d'elle. Les serviteurs évitaient de croiser son regard. Aucun n'osa l'arrêter. Le roi fut surpris de voir sa fille si tôt. Il ne l'attendait pas et tenait déjà dans sa main
la liste des tâches à accomplir pour la journée. Elle se tint debout, en face de lui, et baissa la tête. Elle n'avait pas besoin de mots. Même sans parole, il comprit ce qu'elle voulait. Le roi n'aimait pas les longues scènes. Il hocha la tête et dit ce qu'il avait l'habitude de dire dans les cas douteux. Il y aura une enquête, tout sera fait dans le respect de la loi. Personne ne sera lésé. Il prononça ces mots d'une voix neutre, celle qu'il utilisait pour signer ses décrets. La princesse hocha la tête et s'en alla aussi discrètement qu'elle était venue. Tout se déroula ensuite comme prévu, et ce déroulement changeait rarement de l'itinéraire habituel. La chancellerie a mis sous scellé les notes du pharmacien. L'aumônier a rédigé une brève note sur le risque moral des visites nocturnes. Le médecin de la cour a apporté un certificat dans lequel il énumérait les règles de traitement autorisées dans l'enceinte du palais et précisait que les maîtres étrangers, sans licence, n'étaient pas autorisés à entrer dans les chambres. Le garde, qui avait conduit la guérisseuse depuis la porte, indiqua dans son rapport que la jeune fille était venue pendant la nuit et serait partie avant le chant du coq, si elle n'avait pas été retenue. Ces rapports ne contenaient aucune malveillance, seulement une froide logique. Les documents furent classés dans un dossier qui fut remis au secrétaire, lequel en exposa la teneur au roi. Le roi acquiesça à nouveau, car c'est ainsi que fonctionne le pouvoir. On lui présente des faits concrets et on lui propose une décision ferme. Le soir même, le bourreau du palais descendit dans le bâtiment inférieur. Il vivait derrière le mur, mais venait à l'intérieur pour les affaires importantes. Ici, l'affaire n'était pas importante, mais exemplaire. On lui ordonna de ne pas tuer, mais de punir. La punition s'appelait une leçon. Son but était que tout le monde comprenne les limites de ce qui était permis. La guérisseuse fut conduite dans une pièce avec une table en pierre. On lui retira ses bandages, on lui coupa les ongles, on examina ses dents, on lui donna de l'eau, car sans eau, la langue s'engourdit trop vite. Et là, il fallait qu'elle tienne jusqu'à la fin. La nuit était vide, mais cela n'avait pas d'importance. Le lendemain matin, un court office fut célébré dans la chapelle du palais. Immédiatement après, les serviteurs, à qui on avait ordonné de venir sans discuter, se rassemblèrent dans la cour inférieure. On fit sortir la jeune fille au milieu. On lui attacha les cheveux derrière la tête pour qu'ils ne gênent pas. Le bourreau travailla avec précision. Il coupa la langue rapidement, sans faire de deuxième tentative. Puis il prit des instruments plus petits et s'attaqua aux ongles. Tout se passa en quelques minutes. Le bourreau emporta le panier contenant les linges et les instruments. La jeune fille fut reconduite à l'arrière. Le régisseur a rapporté au roi que la punition avait été exécutée. Il a ajouté qu'elle n'avait pas été punie pour son amour, mais pour avoir enfreint les règles d'entrée et de traitement, mais personne n'a compris le sens de cette précision. Les rumeurs continuaient de courir. Elles se sont répandues dans la cuisine, la buanderie, l'écurie. Partout, on parlait du même détail. La veille, le roi avait promis la clémence, et le matin, la punition avait eu lieu. La vérité était que le roi n'avait rien promis de concret. Il avait prononcé la formule habituelle, mais les formules, dans de tels jours, sonnent comme des promesses, même si elles n'ont pas de contenu précis. La princesse le savait, mais elle n'était pas préparée à la rapidité avec laquelle tout s'était déroulé. Elle ferma la porte et ne l'ouvrit à personne, sauf à sa nourrice. Parfois, on lui apportait à manger par la porte latérale. Parfois,
On lui apportait des lettres de parents éloignés, qui ne comprenaient rien, et lui demandaient ne serait-ce qu'une ligne. La princesse ne répondait pas. La première semaine, elle essaya de lire. Les livres traînaient sur la table, mais les lettres se brouillaient. Puis elle tenta de rétablir son ancien programme. Gymnastique, respiration, étirement du cou, repas léger, sans épices fortes, bain. Mais son corps ne lui obéissait pas. La douleur surgissait soudainement et la privait de ses forces. Elle se souvenait des mains de la guérisseuse et du mouvement qui avait apporté le soulagement. Elle essaya de le reproduire elle-même. Le résultat fut médiocre. La nourrice l'aidait comme elle pouvait, mais elle n'était pas à la hauteur. Et la princesse fit ce qu'elle n'avait pas osé faire auparavant. Elle ordonna qu'on lui apporte le sac de la guérisseuse qui était resté près du lit dans l'agitation de l'arrestation. Dans le sac se trouvaient 2 aiguilles, un bandage fin et un bâtonnet en bois sur lequel des points étaient marqués à la craie sur la paume de la main. De minuscules taches de teinture étaient restées sur le tissu fin. La princesse passait ces objets en revue, comme on passe en revue les lettres d'un défunt, quand on y cherche non pas des mots, mais son souffle. Un mois s'écoula. Le roi demanda à plusieurs reprises à l'intendant si sa fille allait se rétablir. On lui répondit qu'elle avait besoin de repos. Il n'insista pas. La vie extérieure continuait comme avant. Dans la ville, on continuait à se disputer au sujet du prix du pain. Dans la basilique, on mariait les plus jeunes enfants des courtisans. Le chancelier se disputait avec le trésorier. Seule une pièce restait inchangée. La fenêtre y restait fermée jour et nuit. On y trouvait une table avec une lampe en pierre et un sachet de remède que personne n'osait jeter. Lorsque sa mère essayait de venir, la porte restait fermée. Par l'intermédiaire de sa nourrice, la princesse faisait savoir qu'elle était fatiguée et qu'elle voulait du calme. La nourrice lui demandait de manger de la soupe, car sans force, elle ne tiendrait pas le coup. La princesse acquiesçait et se rassoyait sur le sol près du lit. Elle observait le changement de couleur de la peau de ses doigts lorsqu'elle serrait et desserrait le poing, car c'était la seule chose qu'elle pouvait observer et qui ne nécessitait pas la décision d'autrui. 6 mois plus tard, de brèves notes apparurent dans les archives du palais. La princesse ne sort pas. Le chapelain est venu 2 fois, mais n'a pas été reçu. Le médecin de la cour a proposé d'envoyer une autre aide. L'intendant a refusé, car il ne voulait pas que cela se reproduise. Les serviteurs commencèrent à oublier le son de la voix de la princesse. On parlait d'elle comme d'une ombre pâle qui ne quittait son lit que pour aller jusqu'à l'armoire et revenir. Le roi signait des papiers et attendait que tout se calme. Sa vie était planifiée et il ne savait pas déroger à son emploi du temps. Parfois, il se souvenait à quel point sa fille s'était bien comportée lors de la réception et s'étonnait de la rapidité avec laquelle tout avait changé. Mais il repoussait ses pensées, car il ne savait pas quoi en faire. Pendant ce temps, la guérisseuse était alitée dans l'aile inférieure, où l'on gardait ceux qu'on ne pouvait pas laisser en liberté et qu'on ne voulait pas garder à l'œil. On lui apportait de la soupe et de l'eau. Elle n'avait rien à dire, ce qui facilitait la surveillance. Une vieille femme, qui autrefois lavait le linge dans la rivière et savait soigner les blessés, était assise à ses côtés. Elle l'aidait à boire, lui essuyait les lèvres, changeait ses bandages. La jeune fille se mit à écrire par gestes, mais personne ne comprenait son langage.
Ses mains étaient rapides, mais ses doigts lui faisaient désormais mal, et ses signes étaient irréguliers. On lui donna une ardoise et de la craie, mais elle ne parvenait à tracer que des lignes courbes. Le temps s'était arrêté dans l'aile inférieure. Au bout d'un an, les courtisans cessèrent d'attendre le retour de la princesse dans la salle. Les serviteurs s'habituèrent à travailler sans ses regards et ses signes de tête. La nourrice apprit à accepter le silence comme une forme permanente de présence. Parfois, elle s'asseyait près de la porte et racontait à haute voix les nouvelles du palais, même si elle savait qu'à l'intérieur, personne ne l'écoutait. Elle apportait également des nouvelles de la ville. On y disait que les jeunes filles, qui avaient perdu l'usage de la parole, n'étaient pas gardées longtemps. Certains ajoutaient qu'on les renvoyait chez leurs proches. D'autres soutenaient qu'on les envoyait dans des couvents pour servir de femmes de ménage. Cependant, la nourrice ne fut pas renvoyée. Elle resta en bas pendant encore 1 an. On cessa de la remarquer. La 3e année commença comme les précédentes. La princesse se réveillait tôt et ne sortait pas du lit. Lorsque la douleur s'atténuait, elle s'asseyait par terre et triait les bandages. Parfois, elle demandait à sa nourrice de disposer des aiguilles et un bâtonnet en bois sur la table et essayait de se souvenir de la séquence de gestes par lesquels la guérisseuse soulageait ses spasmes. Elle ne croyait plus à la guérison. Elle s'accrochait à l'ordre des gestes, car cet ordre la reliait au passé. À la fin de l'hiver, elle écrivit une brève note à l'intendant. Dans cette note, elle demandait à être conduite au couvent situé à la périphérie, derrière la porte nord. L'intendant chercha par habitude un modèle de réponse, mais il se rendit compte qu'il n'existait pas de modèle pour un tel cas. Il se rendit auprès du roi. Le roi resta longtemps silencieux, car ce choix était étrange. Seules les veuves ou celles qui n'avaient pas trouvé de place dans les contrats de mariage partaient au couvent. La princesse n'était pas veuve. Il aurait peut-être été possible de trouver une solution pour les mariages si elle était revenue dans la salle et avait parlé avec sa forteresse intérieure. Mais elle ne parlait pas et ne revenait pas. Le roi n'aimait pas que quelqu'un franchisse la ligne, mais il lui semblait encore plus difficile de s'opposer à son départ. Il signa le décret. L'intendant dressa la liste des affaires dont la princesse aurait besoin pour le voyage et dans sa cellule. La nourrice prépara un coffre. Le trajet prit une demi-journée. La princesse resta assise dans une calèche fermée, sans écarter le rideau. À la porte du monastère, elle fut accueillie par la mère supérieure. Elle vit une jeune fille pâle, les mains posées sur les genoux, qui ne regardait pas autour d'elle. La mère supérieure savait que beaucoup venaient ici, non par envie, mais par manque d'autre choix. Elle lui montra sa cellule, un lit étroit, une table, un tonneau d'eau, un crochet pour les vêtements, un panier avec du fil. Le soir, on lui apporta du pain et de l'eau, du papier et un crayon. La princesse remercia d'un regard et resta seule. Elle rangea le sachet de la guérisseuse dans un tiroir et, pour la première fois depuis de longs mois, s'endormit, sans craindre les bruits du matin derrière la porte. La vie au monastère était simple, mais pas vide. Prière matinale, repas en commun, travail dans le potager, longues heures de couture, lecture du psautier et brèves conversations avec la mère supérieure. La princesse ne parlait pas lors des réunions générales. Son silence était accepté sans question. Ici, on n'aimait pas les mots superflus. La mère supérieure
remarqua que la jeune fille restait souvent assise, serrant et desserrant les poings, et lui proposa un travail dans l'atelier de couture où il fallait faire preuve de patience. Elle y trouva rapidement son rythme. Elle déroulait les bobines, coupait le tissu en bandes régulières, surveillait la tension du fil. La douleur s'atténuait lorsque ses mains étaient occupées. Les sœurs s'étonnaient de sa persévérance. Lors de l'office du soir, elle se tenait à l'écart et ne levait pas la tête. Parfois, des malades étaient amenés au monastère. Les sœurs nettoyaient leurs blessures, leur frictionnaient les articulations, changeaient leurs bandages. La princesse se tenait à côté et leur tendait les bandages. Lorsqu'il fallait comprimer un vaisseau, elle le faisait avec fermeté et précision. Les sœurs lui apprirent à laver les herbes, à préparer des pommades, à sécher des feuilles médicinales. Elle travaillait en silence, mais avec précision. Un soir, une femme de la ville fut amenée au monastère. Elle avait les mains enflammées et ne pouvait pas déplier les doigts. La mère supérieure ordonna à la princesse de tenir son coude et lui indiqua où réchauffer le sel. Le mouvement lui était familier. La princesse se souvint que la guérisseuse avait commencé par ces mêmes endroits. Elle répéta la séquence et, pour la première fois depuis plusieurs jours, la femme put plier la main. Après cet incident, la mère supérieure chargea la princesse d'aider plus souvent dans la salle de soins. Les rumeurs parvinrent tardivement au couvent, par le biais des lettres apportées par le marchand. En ville, on disait que la princesse restait silencieuse, qu'elle ne prononçait pas un mot. La mère supérieure confirma cette information au marchand et lui demanda de ne pas poser de questions. Elle considéra le silence de la princesse comme un vœu, même s'il n'avait pas été prononcé. Le monastère n'exigeait pas les mêmes promesses de tout le monde. Ici, on respectait les choix de chacun, tant qu'ils ne nuisaient pas à la cause commune. La princesse se levait avant que la cloche ne sonne et se rendait à l'infirmerie avant l'aube. Elle faisait chauffer l'eau, broyait les herbes, rangeait les instruments à leur place. Parfois, elle tenait une fine aiguille dans sa paume et essayait de se souvenir comment la guérisseuse la plaçait sur la surface de la peau pour soulager les spasmes. Elle le faisait avec précaution, et plusieurs fois, elle y parvint. Un jour, une lettre sans signature arriva au monastère. La lettre disait qu'une jeune fille, qui avait été amenée une nuit depuis les appartements privés, était morte dans l'aile inférieure du palais. Elle était morte tranquillement, sans faire de bruit. Elle fut enterrée dans le cimetière de la ville. Personne du palais n'est venu. Le marchand qui avait apporté la lettre a haussé les épaules et est parti. La supérieure a lu la lettre et l'a posée sur la table. Elle savait que la montrer à la princesse reviendrait à mettre une pierre dans la poche d'une personne qui marche déjà sur l'eau. Mais elle n'aimait pas les secrets. Le soir, elle entra dans la cellule, posa la lettre sur la table et partit. La princesse revint du travail et vit la fine feuille. Elle lut quelques lignes, s'assit sur le bord du lit et resta longtemps, les mains immobiles. Tard dans la nuit, elle sortit la pochette de la guérisseuse, étala les aiguilles et le bâton sur la table et posa la lettre à côté. Le matin, elle se leva pour prier, comme d'habitude. Avec le temps, son silence devint partie intégrante de la discipline monastique. Les sœurs savaient qu'elle ne répondait pas, mais qu'elle entendait et comprenait. On lui confiait les tâches les plus monotones, dont le résultat n'apparaissait qu'au bout de plusieurs mois. Sécher les herbes à l'ombre, trier les graines, raccommoder les toiles, recopier les comptes du potager.
Elle était fatiguée, mais trouvait du réconfort dans la prévisibilité. La douleur s'estompait lorsqu'elle ne se forçait pas à penser au passé. Les rares soirs où la nourrice venait du palais et apportait du pain et des foulards, la princesse s'asseyait à côté d'elle dans le jardin. La nourrice lui parlait de ceux qui s'étaient mariés, de ceux qui étaient partis, de ceux qui faisaient comme si de rien n'était. La princesse écoutait et acquiesçait. Elle ne disait pas un mot. La nourrice comprit que cela serait ainsi jusqu'à la fin. Au fil des ans, la princesse devint une experte dans l'art de la discrétion. On l'envoya en ville chercher du vernis pour les tables. Elle s'habilla d'un manteau pour ne pas être reconnue. Personne ne la reconnut. Pour la ville, elle était une femme ordinaire du monastère, portant un paquet de toiles. Dans la boutique, elle vit des flacons d'apothicaire et, sans réfléchir, choisit celui que la guérisseuse avait apporté autrefois. Elle paya, revint, posa le flacon dans l'armoire à pharmacie, sur la 3e étagère, d'où il était facile de le prendre lorsqu'un soulagement rapide était nécessaire. La supérieure vit ce geste et ne dit rien. Elle comprenait que chacun avait une mémoire qui ne pouvait être effacée ni allégée par les paroles d'autrui. Les années passèrent. Le roi vieillit et se rendit moins souvent dans ses pavillons de chasse. On ne parlait de la princesse lors des conseils que lorsqu'il était question de succession. Alors, quelqu'un disait timidement que la fille était vivante, mais qu'elle était entrée au couvent et ne souhaitait pas revenir. Les conversations s'arrêtaient là. La mère demandait parfois au confesseur d'apporter des lettres au couvent. La princesse recevait les lettres, mais ne répondait pas. Elle n'écrivait même pas à la mère supérieure, bien que celle-ci lui ait proposé à plusieurs reprises de tout mettre par écrit et de brûler ensuite les lettres, si cela pouvait l'aider à se sentir mieux. La princesse refusait. Elle gardait le silence, comme on tient un récipient sans anse, pour ne pas le renverser. De nouvelles sœurs arrivaient au couvent. Elles avaient entendu l'ancienne histoire, mais la considéraient comme une légende dont les auteurs avaient disparu. Pour elles, la princesse était une sœur muette qui faisait tout à temps et ne discutait jamais. Elle voyait comment elle savait tenir la main d'autrui quand cela faisait mal, et comment elle posait l'aiguille sur la peau sans laisser de traces. Elle pensait qu'elle était née ainsi. Personne ne se souvenait plus comment elle se tenait dans la salle, le dos droit, attendant le signe du roi. Une année, alors que l'hiver s'éternisait, la princesse tomba malade. La maladie survint rapidement, sans avertissement. Elle cessa d'abord de se lever pour la prière du matin, puis elle eut du mal à tenir sa cuillère. La supérieure plaça 2 jeunes sœurs à son chevet. Elle changeait l'eau, lui apportait du lait chaud, lui frictionnait les tempes. La nourrice arriva et resta 1 semaine. La princesse restait allongée, tranquillement, sans faire de mouvement inutile. Le 3e jour, elle demanda d'un geste qu'on lui apporte un petit sac. Les sœurs le posèrent à côté d'elle. Elle passa ses doigts sur le tissu, en sortit un bâtonnet en bois et le posa sur sa poitrine. Puis elle ferma les yeux et s'endormit. Le matin, la mère supérieure comprit que sa respiration était régulière, mais plus faible que la veille au soir. Elle fit venir le prêtre et renvoya les sœurs vaquer à leurs occupations. La nourrice restait assise, en silence. Vers le soir, la princesse se mit à respirer, plus profondément, comme si elle se préparait à son dernier voyage. Elle ne demanda pas d'eau, ne fit aucun geste. Son visage était calme, comme lorsqu'elle tenait la main d'un étranger
à l'hôpital. Lorsque la cloche sonna pour la prière du soir, sa respiration s'interrompit. La supérieure lui ferma les yeux et la couvrit d'un tissu. La nourrice resta seule dans la cellule. Et ce n'est qu'alors qu'elle se permit de pleurer doucement. Elle comprenait que la princesse avait choisi cette fin comme elle avait autrefois choisi le silence, et que c'était la seule chose qui était en son pouvoir. Après les funérailles, la mère supérieure ordonna de démonter la cellule. Dans une boîte, on trouva une lettre sans signature et un petit sac de la guérisseuse, soigneusement ficelé. La lettre fut conservée dans les archives du monastère. Le sachet fut placé dans l'armoire à pharmacie sur la 3e étagère, à côté du flacon que la princesse avait autrefois rapporté de la ville. Les sœurs parlèrent longtemps de la précision avec laquelle elle maniait les aiguilles et de la patience avec laquelle elle tenait la main de ceux qui avaient peur de la douleur. Personne ne prononça de paroles fortes. Dans cet endroit, les paroles fortes étaient considérées comme superflues. Au palais, la nouvelle fut accueillie sans bruit. Le roi lut la note et regarda longuement par la fenêtre, derrière laquelle il ne se passait rien, si ce n'est les allées et venues habituelles des serviteurs. Il posa le papier et appela le chancelier pour discuter de la collecte des impôts. Le lendemain, le chapelain commémora discrètement la défunte lors de l'office. Personne ne se souvint des détails du passé. Les serviteurs qui avaient connaissance des visites nocturnes avaient vieilli ou étaient repartis. Les jeunes ne comprenaient pas pourquoi. Dans la cuisine, on baissait parfois les yeux lorsqu'on évoquait la salle de soins. Un an plus tard, l'archiviste rangea le dossier sur l'inspection nocturne parmi d'autres affaires et l'oublia. Dans la ville, la légende s'est transformée en une courte parabole sur une princesse qui est entrée au couvent et a gardé le silence jusqu'à sa mort. Les gens aimaient les histoires simples. Il leur semblait important que cette histoire ne laisse aucune porte ouverte. L'amour n'avait pas sauvé. Les promesses n'avaient pas fonctionné. La punition avait été infligée. Le silence était devenu un refuge. Et le travail manuel, le seul ordre possible à maintenir, lorsque tous les autres ordres s'effondraient. Personne ne parlait de la façon dont la langue s'était posée sur la lame du couteau, ni du nombre de coups portés aux ongles. On n'aimait pas se souvenir de cela. Mais beaucoup savaient que parfois, dans l'infirmerie, près du mur nord du monastère, la lampe restait allumée jusque tard dans la nuit, et qu'une femme, vêtue d'une robe sombre, y était assise, qui ne posait pas de questions, mais tenait simplement la main, de telle sorte que la douleur s'estompait. Cette histoire est restée telle qu'elle, sans scène bruyante, sans preuve, ni justification. La jeune fille, qui savait soulager la douleur des autres, a perdu la voix et a disparu sous la voûte en pierre de l'aile inférieure. La princesse, qui ne pouvait vivre qu'à côté de son art silencieux, a choisi son silence comme dernière chose stable. Le pouvoir n'a pas changé de cap. Les horloges du palais sonnaient les quarts d'heure, les cloches du monastère appelaient à la prière, les marchands se disputaient au sujet des droits de douane, les trésoriers au sujet des comptes. Les histoires bouleversent rarement ces mécanismes. Elles ne font que laisser dans les replis du temps des objets qui permettent de deviner ce qui était vraiment important. Ici, cet objet était une pochette d'aiguilles, un bâtonnet en bois avec des points de craie et un ordre silencieux de mouvement qui a survécu à tous ceux qui, dans cette histoire, ont fait un choix et l'ont porté jusqu'au bout.